Grand tas des amours de ville. Le haut et le bas. Bonjour Colombe. Colombe Vévos, je suis urbaniste à l'agence d'urbanisme de la région grenobloise et responsable du cadre stratégie, territoire et montagne, et particulièrement impliquée du coup sur des missions en lien avec les territoires de montagne. Pourquoi l'agence s'intéresse à l'immobilier touristique et de loisirs? C'est d'abord en fait dans le cadre de son investissement auprès des territoires partenaires montagne que l'agence a commencé à se positionner sur des réflexions, on va dire, quant à fiabiliser, voire systématiser des méthodes de repérage et d'analyse de l'immobilier touristique de loisirs. Ceci pour nourrir en premier lieu les phases de diagnostic du PLU de Champs-Rousses à l'époque et du PLUI de la communauté de communes du massif du Vercors. Mais ces méthodes ont été étendues depuis à en gros tous les territoires touristiques, pas que les territoires de montagne. L'idée c'était de nourrir ce volet connaissance touristique du territoire pour avoir un meilleur argumentaire, on va dire, sur l'équilibre entre accueil de nouveaux hébergements touristiques, réinvestissement sur les lits existants et accueil de logements pour l'habitat permanent. Donc là, on était dans un contexte de documents de planification et d'argumentaire à poser sur ce volet-là. Et il s'avère que pour nous, la question du logement sur un territoire touristique ne peut pas en fait s'aborder uniquement sur un format assez classique, analyse vacances, etc. Parce que les enjeux d'insertion au grand territoire, ce qu'on appelle les besoins et de potentiel de réhabilitation, notamment au prisme de la frugalité et de la sobriété foncière, se télescope très fortement avec la question du parc immobilier touristique et de loisirs. Quels sont les enjeux et les spécificités? Premier intérêt, c'est d'aller s'insérer dans la logique de faire vivre en fait les territoires de montagne, le haut, en accueillant des activités. On est sur le maintien d'une vie à l'année sur le territoire, donc ces activités qui vont largement être à destination du bas cette fois, mais qui permettent en fait une offre d'emploi et la possibilité de vivre à l'année en territoire de montagne. Ça va être très valable sur les territoires de moyenne montagne. Ça se dessine un peu sur nos grandes stations en Isère, mais on sait qu'on est moins sur une vie à l'année. Il y a encore une logique de saisonnalité qui reste assez forte, même si on est sur des tendances aujourd'hui à lisser sur l'année. Et tout ça au prisme de l'adaptation au changement climatique et de ce qu'on appelle les transitions sociétales, la période post-Covid, les nouvelles aménités de la montagne et les nouvelles aspirations des pratiquants et d'éventuels habitants sur les territoires de montagne. Du coup, ça amène à cet autre enjeu qui est de permettre l'accueil d'habitants permanents qui vont occuper ces différents emplois, mais dans un contexte de marché foncier immobilier très cher, tiré par le haut par cet hébergement touristique. D'où l'utilisation de la méthode de recensement des hébergements touristiques de l'agence qui a été affinée et contextualisée dans le cadre de travaux exploratoires avec l'INRAE et Isère Attractivité depuis 2019-2020 et qui est un réel outil d'aide à la décision pour les élus des territoires de montagne. On parle de mieux caractériser le parc d'hébergement comme un outil d'aide à la décision pour faire des choix entre réhabilitation, défense de nouveaux projets ou bascule vers du logement in fine. Il y aurait un troisième enjeu aujourd'hui qui serait un réel besoin en fait d'associer acteurs-habitants au sens de résidents non permanents, habitants permanents, touristes, excursionnistes, mais aussi acteurs économiques, pour mieux cerner leur pratique du territoire, leurs besoins, leur dépendance haut-bas, les conditions justement de cette habitabilité du territoire de montagne aujourd'hui comme demain. Nous, on parle de mieux connaître en fait l'histoire et les spécificités du territoire pour trouver un nouveau modèle adapté demain. On dit qu'il n'y a pas de modèle type, c'est pour ça qu'on passe par l'analyse à la fois du parc de logement, du parc immobilier, de l'offre d'activité et de toutes les spécificités et le fonctionnement de ce territoire sur une dynamique assez longue. Ça veut dire quoi vivre en montagne demain? On va avoir trois grands sujets qui vont arriver sur la table pour les élus et sur lesquels ils vont devoir se questionner. Le premier, c'est la question de la mobilité et de la décarbonation de la mobilité. Soit on la réduit, soit on va vers des mobilités plus propres. Et vraiment, la question aujourd'hui, c'est quelles sont les conditions pour cette mobilité décarbonée, pour les trajets dont on ne peut pas se départir, aller faire ses études en bas quand on habite en haut, travailler en bas quand on habite en haut, aller s'aérer ou pratiquer ses loisirs en haut à l'inverse quand on habite dans les vallées. Et c'est des facteurs extrêmement influents dans les choix
choix pour les trajectoires résidentielles des habitants qui, selon leur période de vie et le niveau de connexion haut-bas en termes d'équipement, de fonctionnement, vont faire des choix déterminants dans leur trajectoire résidentielle à certains moments de leur vie. On va avoir un sujet extrêmement important et prégnant dans les réflexions à venir sur les transitions énergétiques des bâtiments, puisqu'il y a une nécessaire refonte ou un nécessaire réinvestissement des parcs existants pour les territoires de montagne, à la fois pour l'hébergement et pour l'habitat, avec un parc, on le voit dans les analyses, souvent ancien, qui dépend des histoires de création des territoires de montagne et notamment des stations. Et c'est une des grandes focales aujourd'hui des travaux de l'agence pour aider les élus à animer cette question de la réhabilitation et lancer des dynamiques autour de cet enjeu majeur en termes de sobriété énergétique et sobriété foncière. Et si on regarde au prisme de la transition climatique plus généralement, on voit que le réchauffement climatique est induit aujourd'hui en espèce de nouveau paradigme, on va dire, dans la relation haut-bas, puisqu'on a une prise de conscience quand même de cette perte d'enneigement progressive, et on a aussi un lissage du coup des pratiques à l'année avec la diversification des activités et l'ensemble des politiques qui sont menées en faveur d'un lissage des activités sur le territoire à l'année. Plusieurs questions vont se poser dans les scénarios qui vont se présenter aux élus. Est-ce qu'on a alors plus de résidences secondaires et un maintien de lits pour les besoins de ceux du bas? Du coup, on a une tension qui va continuer à s'accroître sur le logement pour ceux du haut. Et quelle solution pour eux pour un habitat encore accessible financièrement? Et puis, on a un scénario éventuel sur une tendance demain, on va dire, à la résidentialisation des territoires du haut. Et en conclusion ? On est autour de sujets aujourd'hui qui agitent les sphères du bas comme du haut pour éduquer aux pratiques, anticiper sur des connexions et des liens qui prennent de l'ampleur. On parle là de fréquentation touristique, des besoins de mobilité, de la pression sur les marchés. Et l'idée, c'est de trouver, réinventer des solutions en haut sur des territoires qui sont en grand questionnement et peut-être en cours de structuration ou de restructuration, et où la participation citoyenne et la mobilisation des acteurs prennent une dimension de plus en plus importante pour aider les collectivités à construire cette trajectoire, comme on l'a dit, au prisme des transitions dans toutes leurs dimensions.